Bienvenue sur le podcast Junko. Je suis Florence Verdière et je vous emmène avec moi dans mon exploration du coaching. Vous entendrez ici des interviews de coachs et de coachés qui nous partageront leur parcours et leurs expériences. Avec Junko, l'idée est d'être éclairé dans cette jungle du coaching qui déborde de motivation, d'ambition et de technique. Allons découvrir ensemble le prochain invité. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le nouvel épisode de Junko. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Patrick Allôme, qui est coach depuis plus de 23 ans et qui détient le nombre de plus de 4500 heures de coaching. Il se définit sur LinkedIn comme étant un accoucheur d'esprit. Donc, je trouve ça super intéressant comme formule, on aura l'occasion d'en parler. Voilà, aujourd'hui, ce que je voulais, c'est vraiment interviewer quelqu'un qui coach depuis très longtemps pour qu'il nous raconte un petit peu son parcours, comment était le coaching il y a plus de 20 ans et toute son évolution, des besoins des coachs et puis de l'arrivée peut-être des nouvelles techniques de coaching et de nouveaux coachs. Bonjour Patrick. Bonjour Florence. Un grand merci d'avoir accepté de participer à cette interview. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement pour nos auditeurs ? Eh bien donc, je m'appelle Patrick Allôme. J'ai exercé le métier de manager en tant que directeur de région dans une grande entreprise qui s'appelait Jean-Claude Decaux. Et à ce titre, j'ai dirigé une équipe d'une centaine de personnes sur tout le Grand Est. Et j'ai vécu une aventure extraordinaire dans cette entreprise. Parallèlement à ça, j'ai fait partie du Centre des jeunes dirigeants, le CJD, où j'ai appris réellement mon métier de manager. Et je me suis beaucoup formé là-bas et je suis même devenu formateur pour mes pairs chefs d'entreprise pendant pas mal d'années. Et c'est ce qui m'a amené petit à petit à envisager le fait de continuer dans la formation, puis le coaching par la suite. Donc, j'ai quitté Decaux après 22 ans de travail chez eux et j'ai créé mon cabinet en 1999 dans le domaine du management des hommes et des femmes, bien sûr. Et avec une expérience réussie de manager chez Decaux, j'ai pu facilement aider mes collègues managers à diriger leurs entreprises par la suite. Voilà. Ensuite, je me suis beaucoup formé. J'ai travaillé en psychanalyse déjà, et je me suis beaucoup formé en développement personnel, mais aussi à toutes les écoles de pensée modernes que sont l'analyse transactionnelle, la PNL, la programmation neurolinguistique, la systémique, l'élément humain, même des bouts de communication non violente, le MDR, etc. Et en permanence. Et ceci pendant 20 ans. Et si je trouve encore des formations, j'y vais. Voilà. Voilà pour le parcours. Et puis j'ai créé donc, j'ai vendu mon premier cabinet Capovent en 2013 parce que j'avais l'opportunité de le vendre et à quelqu'un qui le voulait, c'est quand même rarissime. Et puis j'ai recréé tout de suite après, quelques jours après, j'ai créé un nouveau cabinet à mon nom, mais en micro-entreprise. D'accord, ok. Et comment vous aviez, donc, quand vous étiez encore manager dans votre ancien poste, comment vous avez découvert le coaching ? Est-ce qu'on en parlait déjà du coaching ? Non, ça n'existait pas, enfin quasiment pas. Non. Je l'ai découvert en me mettant à mon compte en fait. J'ai rencontré un jour dans un séminaire François Delivray, qui était déjà un grand coach et qui avait écrit la Bible du coaching, le métier de coach. Et c'est ça qui m'a décidé. Puis j'ai créé en 2000 un groupe de consultants pour analyser nos pratiques. Et dedans, il y avait déjà 3 coachs qui m'ont emmené vers le coaching et j'ai été me former chez Coeliance à l'époque, que j'avais choisi parce que c'était un cabinet de formation qui n'était pas attaché à une école de pensée particulière.
sur une situation, il disait voilà comment on traite en AT, voilà comment on traite en PNL, voilà comment on traite en systémique, voilà comment on traite en Gestalt, etc. Donc c'était une ouverture formidable. C'est pour ça que je l'avais choisi à l'époque. D'accord. Donc en fait, vous avez quitté votre quand vous êtes mis à votre compte, l'idée c'était d'accompagner des personnes, mais c'était pas forcément tout de suite d'être coach. En fait, vous l'avez découvert au fil des rencontres. Oui, oui, 2, 3 ans après. 2, 3 ans après. Hmm, Voilà. d'accord. Et donc là, vous vous êtes formé sur, c'était une formation donc certifiante. Oui, 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 oui. Oui. Coeliance, c'est un organisme qui est certifié par l'ICF, la Fédération internationale des coachs. Ah oui. Et c'était quoi la place du coaching au début des années 2000? On en disait quoi? Comment c'était accueilli justement, même par votre entourage finalement professionnel et personnel, quand vous leur avez dit, voilà, j'ai découvert le coaching, je me lance dans le coaching, on en disait quoi? C'était quoi l'image du grand public et même du monde professionnel? Alors, c'était pas bien vu, hein, faut bien le dire. C'était un peu rattaché comme les psys, quoi. Le coaching, c'était comme les psys, donc c'était des choses qu'on cachait. Et les premiers coachings, je me souviens, on les faisait pas dans l'entreprise, on les faisait à l'extérieur de l'entreprise parce que fallait pas montrer ses faiblesses. Donc voilà, c'était vraiment en sous-main, quoi. Voilà. Et c'était comme ça au D'accord. départ. Et c'était pas quelque chose de bien considéré parce que se faire coacher, c'était montrer qu'on avait des faiblesses. Et quand tu es un manager, c'est pas possible ça. On montre pas ses émotions, on montre pas ses faiblesses. Bon, mais ça a changé dans les années 2005, 2010, voilà. Vraiment là, ça s'est ouvert. Et puis ça explose depuis euh, 5 ans à peu près. Il y a de plus en plus de personnes qui se forment au coaching, de plus en plus d'écoles de coaching. Mais il y a à faire, hein, il y a à faire. Donc après, donc au début, en fait, les personnes se faisaient coacher même sur le plan pro sans dire à leur entreprise qu'ils se faisaient coacher, quoi. Ils se faisaient aider à l'extérieur, en Alors, silence. il y avait ces cas-là, mais il y avait aussi des entreprises qui finançaient quand même le coaching, mais ça se passait Ah, quand dehors. même. Et ça Voilà, se passait dehors, quoi. voilà. Voilà, de façon cachée. Ah, c'est curieux ça, Ouais, de ouais. financer, mais de dire en gros, on veut pas. D'accord, ok. Chut, Et secret, secret. donc vous, très secret, d'accord. Et, euh, et donc là, vous, c'était votre réseau à la base qui vous a fait connaître votre réseau initial professionnel qui a permis à vous de développer vos activités et de pouvoir avoir des clients? En fait, non, 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 c'est venu spontanément. Bon, j'avais pas mal fait de cours dans les universités et dans les écoles de commerce quand j'étais dans mon métier précédent. Je faisais des cours au DESS DGRH, au DESS du verre, au DESS Design et Qualité, à l'école de ICN Management, enfin voilà. Donc, bon, on se fait connaître comme ça. Mais non, c'est venu spontanément. Je pense que le fait d'avoir beaucoup donné gracieusement, la vie a retourné la corde d'abondance vers moi et Vous l'a c'est rendu. venu, voilà, voilà. Je me suis pas. Mon réseau, c'était les collectivités, donc c'était pas les entreprises auparavant. Et vous avez créé donc un cabinet de coaching. Oui, formation, conseil et coaching dans le domaine du management des hommes. Et vous étiez plusieurs dans ce cabinet? Non, au début, j'étais tout seul. Et puis, à un moment donné, il y a une personne qui a voulu venir partager et s'associer avec moi. Puis, on a créé des choses ensemble et on a travaillé. Et puis ensuite, les chemins se sont séparés. Ouais, il y a plus d'une dizaine d'années. Et aujourd'hui, je suis plutôt bon, compte tenu de mon expérience, je suis dans la transmission. J'ai créé des groupes que j'appelle des groupes de psy-coach parce que je revendique le lien de la psychanalyse et du coaching. C'est pas possible bien que la fédération des coachs dit non, 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 on travaille sur l'ici et maintenant. Je suis d'accord. Mais c'est pas possible de ne pas tenir compte de ce que le client amène du passé et il faut le traiter. Donc j'ai des groupes de psy-coach. Et quel est ce lien justement, comment, vous articulez tout ça entre la psychanalyse et le coaching? À quel moment, à quel moment il y a des liens? À quel moment il y en a pas? Enfin, comment, expliquer, à quelqu'un qui vient vous voir, votre approche justement pour que ce soit clair et
En fait, ils se posent pas la question parce que on travaille sur eux. Par exemple, je me souviens d'un manager qui me dit j'ai peur de prendre la parole en public. Ok, qu'est-ce qui se passe? On explore tout le présent de ça. Et puis je lui dis mais depuis quand? Depuis quand ça date? Et tout de suite, il me dit, ah ben, ça date de l'âge de 7 ans. J'étais à l'école et puis voilà ce qui s'est passé avec l'enseignant. Je me suis fait sabrer et puis du coup, depuis ce jour-là, j'ai peur de prendre la parole. Voilà. Et donc, je lui ai posé la question, mais t'as quel âge aujourd'hui? Ah, il me dit, bah, j'ai 40 ans. Ah, je lui dis, ah bon, tu n'as plus 7 ans alors? Et alors, ça l'a fait rire. Et puis par la suite, il m'a dit, chaque fois que je prends la parole, maintenant, je me dis, t'as plus 7 ans et ça y va. Voilà. Ah, ah c'est sa phrase déclic pour se mettre en Voilà. condition. Je n'ai plus 7 ans. Exactement. Bon, voilà un exemple. Une autre, Mm. c'est un monsieur, c'est un grand médecin qui vient et qui me dit, voilà, je suis cavalier et je voudrais pouvoir faire des parcours sans faute pour être parmi les meilleurs Français en jumping. Bon, ok. Donc, je lui dis, ben, on va se mettre à cheval et je prends une corbeille ronde et je lui mets entre les jambes pour qu'il se sente vraiment à cheval. Et puis, bon, je lui dis, ça y est, t'es bon, t'es bien, bien monté. Il me dit, oui, oui, ok. Je lui dis, ben, fais ton parcours. Donc, il connaissait le parcours, donc il le fait mentalement. Il me raconte tout ce qu'il faut bien faire pour avoir la bonne posture et passer bien les barres et tout ça. Et puis, je lui fais raconter ensuite son histoire de cavalier. Et là, il me dit que quand il était jeune, et il avait été champion de France junior, son père arrivait toujours après le parcours, et donc ne le voyait pas concourir, et sa mère lui disait toujours avant le parcours, lui balançait des méchancetés en disant de toute façon tu ne vas pas y arriver, tu vas tomber, tu vas... Bon. On refait un parcours, je remets là, et je lui balance les phrases de sa mère. Et gling, la corbeille tombe. Tout se désunit. Donc, je lui ai fait prendre conscience de qu'est-ce qui se passait. Bon, avec son mental, il ramenait les paroles de sa mère pendant son parcours. Et ça le désunissait. Donc, une fois qu'il a pris conscience de ça, on a refait un bon parcours. Et la fois suivante, il m'a ramené le pompon du parcours sans faute. Voilà. Ah, génial. Bon, donc la psychanalyse, le passé a quand même une importance sur le présent. Et vous pouvez nous parler justement de ces groupes de psychoach. Ça s'adresse à qui? Ah ben, ça s'adresse à tous ceux qui veulent exercer l'accompagnement ou le coaching. Donc, dans le groupe actuel, j'ai une DRH, un ancien chef d'entreprise, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une directrice des achats, il y a une thérapeute, il y a, enfin voilà, une agence, quelqu'un qui vient de l'immobilier, voilà, qui veulent se former au coaching pour accompagner les autres. Et Ah donc, oui, donc vous proposez une formation de coach. ouais, ouais, et voilà, il y a 30 processus ici que j'ai créés ou améliorés de ce que je connaissais et que je leur transmets et qu'ils mettent en pratique et visiblement ça marche très très bien. J'ai eu des retours très très positifs, voilà. D'accord. Et Et ça donc marche tellement bien que aujourd'hui, quel est... Oui, je termine, ça marche tellement bien que le premier oui, groupe m'a demandé de continuer en supervision et vendredi on avait la 4e journée de supervision sur la d'accord. Oui, mise donc en, vous voilà, supervisez aussi des coachs. voilà. D'accord. Et là, le profil de vos clients, donc c'est plutôt des managers, des dirigeants, c'est ça? Manager, il y a de tout. Il y a de tout. Mhm. Dans les groupes précédents, j'avais des gens dans le social, une infirmière, euh, qu'est-ce qu'il y avait, des thérapeutes, et puis des directeurs logistiques, des gens comme ça, quoi. Donc il y a vraiment, ça vient de partout, comme dans le monde des coachs actuellement. Les gens viennent, on peut avoir été infirmière et vouloir exercer le coaching, par exemple. Mhm. Par exemple. Comment évoluent les besoins de vos clients de ces 20 dernières années? Qu'est-ce que vous avez pu observer dans les problématiques rencontrées, enfin les besoins en accompagnement? Alors, en fait, les besoins sont toujours les mêmes, quelles que soient les personnes, les horizons dont ils viennent, c'est toujours des choses à régler avec soi-même par rapport à bon, le besoin de trouver sa place, le besoin de trouver une juste autorité,
de savoir motiver les autres, de savoir écouter. Enfin voilà, ce sont des besoins humains standards, on va dire. Ce que j'ai observé, par contre, c'est qu'il y a de plus en plus de gens en burn-out, en souffrance au travail. Et ça, c'était pas le cas avant, quoi. Et moi, j'en ai de plus en plus, hein. Et il y a des gens qui sont D'accord. complètement cassés, complètement cassés. Mmh. Et est-ce que c'était parce qu'on n'en parlait pas avant ou on ne s'autorisait pas justement à se dire ou vraiment il y a plus de souffrance aujourd'hui au Euh, travail? ouais, moi, vraiment, je crois qu'il y a plus de souffrance aujourd'hui au travail. Parce que les managers ne font pas leur boulot, d'accompagner leurs collaborateurs et de les maintenir en haut niveau d'énergie. Mmh. Les signes de reconnaissance ont disparu. Le télétravail fait que ben, les gens sont plus en équipe, donc le contact humain a disparu aussi. Donc tout ça, ça a des conséquences pour les collaborateurs des entreprises. Et puis les top managers ne se forment pas assez. Ils font former leurs collaborateurs, mais eux n'y vont pas. Et si vous savez, le proverbe chinois dit le poisson pourri par la tête. Ah! Eh oui, Voilà. ouais, ça illustre bien effectivement la situation. D'accord. Et quand vous avez un nouveau client qui se présente à vous, comment est-ce que vous avez un process un peu d'accueil, de début d'accompagnement? Oui, alors d'abord, je lui demande s'il sait ce que c'est que le coaching. Donc, la plupart du temps, c'est pas vraiment connu. Donc, je fais la différence entre conseil, formation et coaching pour qu'ils comprennent bien et que le coaching, c'est un, un processus de questionnement pour que la personne puisse trouver les réponses à ses propres questions. Le coach ne donne pas de conseils. Il fait trouver les réponses adéquates à la personne, quoi. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on parle des 3 P, hein, donc la permission. Tout peut être posé, tout peut être dit ici. Il n'y aura pas de jugement. Euh, on amène de la protection en disant tout ce qui est dit ici est totalement confidentiel, ça ne sortira pas, y compris quand je travaille pour des entreprises. Ils le savent, ça fait partie de mes contrats. Je ne divulgue rien sur ce qui s'échange entre le coaché et moi-même. Lui a le droit de parler ou elle a le droit de parler de ce qu'elle veut de son coaching, mais le coach, lui, ne dit rien, y compris dans les bilans. C'est le coaché qui fait son bilan et c'est pas le coach qui fait un bilan sur le coaché. Puisqu'on travaille à l'autonomie et à la responsabilisation des personnes, il faut aller jusqu'au bout. Voilà. Ça, c'est donc une fois ça posé, protection et permission, eh ben ça permet la puissance à la personne qui va s'exprimer là-dessus. Il y a des personnes qui arrivent et qui, en 10 minutes, me racontent toute leur vie. Je me souviens d'une directrice d'une franchise qui dit « C'est incroyable, là, je viens de vous parler de toute ma vie. Tout ça, j'ai jamais dit à mon psy, ni à mon mari. » Voilà. En 10 minutes, bon, voilà, c'était fait. Voilà. Donc l'écoute attentive qui crée la confiance chez l'autre. Voilà la première chose. Ensuite, je leur demande de me faire part de leurs demandes, justement. Qu'est-ce qui fait qu'ils viennent me voir? De quoi ont-ils besoin? Poser la problématique un peu de départ. Et Voilà. après, vous, lors de cette première séance, donc vous captez un petit peu les besoins de la personne après avoir du coup posé ce cadre. Et après, vous déroulez comme un accompagnement, enfin, vous établissez des techniques en vous disant, je pense que pour cette personne-là, justement, la PNL ou l'analyse transactionnelle ou autre va être adaptée. Est-ce que vous déterminez aussi un nombre de séances ou Oui, oui, oui. vous laissez En, libre fon- en course fonction. au fur et à mesure? Non, non, en fonction de la demande, on sait s'il faut une, deux, trois, 7 séances, mais jamais plus pour moi, jamais plus de 8, c'est pas la peine. Et en fait, souvent, je regarde, il y a souvent des énergies qui ont été bloquées chez la personne dans sa vie par des traumas, des séparations, des divorces, des deuils professionnels ou personnels. Et donc,
quand je repère ça chez la personne, on commence par faire un nettoyage. Donc on travaille sur les énergies subtiles, sur le somatique, à partir d'exercices que j'ai mis en place, mais qui permet d'évacuer d'évacuer tout, quoi, hein. Et c'est très très bénéfique, ça. J'ai transmis récemment ces processus justement au groupe de psychoches, et l'une des thérapeutes me disait, je l'ai utilisé déjà 5 fois, c'est formidable. En, en, en une demi-heure, les gens sont remis en bonne énergie. Ouais, de libérer, ça circule plus, Voilà, quoi. À un moment donné, c'est ça, voilà. c'est bloqué, quoi. Et On du peut coup, les plus. gens n'avancent plus. Oui, par exemple, quelqu'un qui veut changer de métier, qui veut trouver une nouvelle manière de vivre, si elle n'a pas nettoyé, si elle n'a pas fait les deuils du passé, ça ne marchera pas, quoi. Ça marchera pas. Ouais, c'est toujours, Elle sera bloquée. on reste en Voilà. lien justement avec l'avant, ok, l'ici maintenant, mais Mm. aussi de libérer ce qui s'est passé avant, quoi. Voilà. Et ça, c'est très, très important. Ensuite, ben, c'est en fonction. Moi, je travaille dans l'instant maintenant. J'ai pas de trucs Mm. préconçus. J'écoute Mm. mon client, et puis c'est ce qui va m'amener qui va faire que je vais décider de telle ou telle chose. Mais souvent, le client amène déjà par lui-même l'axe de les outils de son travail. Je prends un exemple. Euh, j'ai eu quelqu'un assez âgé, hein, plus de 75 ans, qui est venu en disant, voilà, je voudrais me libérer des chaînes de l'éducation, de mon éducation. Ah, je dis, très bien. Bah, je vais aller chercher des chaînes, et puis on va voir. Donc je l'ai enchaîné, et j'ai joué celui qui tirait les chaînes, quoi. Et je lui dis, maintenant, comment tu fais? C'est quoi tes solutions, etc. Qu'est-ce que tu ressens là dans ton corps avec ces chaînes, etc. Donc il a exprimé tout ça. Je dis, bon, ben, qu'est-ce que tu as envie de faire avec ça? J'ai envie de me libérer. Je dis, ben fais-le, trouve le moyen. Voilà. Donc on est dans l'instant présent, et on le joue. Ou un directeur commercial national d'un laboratoire qui me dit, ben voilà, je pose une question à mon PDG lors de la réunion hebdomadaire, et il me répond pas. Et je lui dis, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Ben, je la repose la semaine suivante. Et qu'est-ce qui se passe? Il me répond toujours pas. Alors qu'est-ce que tu fais? Ben, je la repose la semaine suivante. Je lui dis, bon, ben, on va le jouer. C'est le mythe de Sisyphe. Donc voilà, tu dois arriver en haut de la colline, mais bon, alors je lui ai mis un sac à dos plein de bottins de téléphone, et j'ai dit, bon, tu pars du bas du mur, ce qui représente le bas de la colline, puis tu vas poser ta question, et il monte. Puis arrivé à un certain niveau, il dit, mais tu sais, c'est vraiment lourd là. Je dis, ben oui, mais il faut que tu trouves ta solution, hein. Comment faire pour obtenir la réponse? Tant que tu n'auras pas trouvé, tu vas tenir ton rocher au milieu de la colline, là. Bon, mais tu sais que c'est très lourd, je ne peux pas le savoir. À toi de trouver la solution. Quand tu auras trouvé la solution, tu pourras porter ton rocher là-haut. Et il l'a trouvé. Et quand on a fait le débriefing avec son PDG, la DRH, et il a dit, cette séance-là, ça a été la plus marquante pour moi, la plus importante, celle qui m'a libéré. Donc on travaille sur le corps. Ouais, vous êtes vraiment dans l'expérimentation, enfin le vivre en fait. Voilà, voilà. Et Vous c'est faites bon. vivre les situations pour les débloquer, quoi. Vraiment par Oui, oui, vous faites vivre par le corps et le les corps, sensations. ouais, le corps sait mieux que le mental. Mm. Mm. Donc de plus en plus, je travaille sur le Ouais, mais corps. ça, c'est certain, je l'expérimente moi de jour en jour. Ça, je suis beaucoup plus à l'écoute de mon corps que de ma tête depuis quelques temps, et ça aide beaucoup, beaucoup à avancer, et à se recentrer, et à prendre conscience surtout. Ouais, ouais, ouais. J'ai même, même initié ce que j'appelle des coachings nature, où on fait du coaching en étant dans la nature. Et on se sert des éléments de la nature pour trouver des réponses, pour que le coaché trouve ses propres réponses. Et j'ai en tête, bon, c'était pendant la période Covid, donc le client avait eu le Covid la semaine précédente. Il me dit, bon, on va pas rester dans une salle. On était dans les Vosges, donc il m'a dit, on va aller se promener, puis on fera le coaching comme ça. Je dis, ben, très bien. Puis à un moment, il était bloqué, il ne trouvait pas une réponse. J'ai dit, bon, on va faire un ancrage, et puis tu vas aller chercher dans la nature un élément qui va t'apporter la réponse. Et j'avais déjà repéré où il allait aller. Il avait trouvé un arbre dans un bouquet d'arbres,
Et donc, je lui dis, connecte-toi à l'arbre et écoute ce que l'arbre t'envoie comme réponse en termes d'énergie. Et avant même, avant même qu'il ait dit, c'était déjà écrit sur mon papier, parce que je recevais le message en même temps. Et il l'a reçu, il l'a dit, et voilà. Et bon, enfin, voilà, c'est des choses tout à fait intéressantes. Et un peu plus haut dans cette promenade, il y avait encore une question qui lui posait, qui était lourde pour lui, dont il ne trouvait pas la réponse. Je lui ai dit, ben, écoute, on va prendre une pierre, on va la mettre dans ton sac, et ça va être ton poids lourd, là, ta question à laquelle tu ne trouves pas de réponse, et tu vas la porter jusqu'à ce que tu trouves la bonne réponse. Et donc, on grimpait, il me dit, c'est lourd. Alors, je dis, oui, j'en doute pas. Mais tu vas sûrement arriver à trouver la réponse. Puis on est arrivé dans une forêt. Et puis, voilà, il a fini par trouver la réponse. Donc, il dit, bah, pose ta pierre quelque part. Il a été la poser dans un lieu secret. Et en revenant, je lui dis, qu'est-ce qu'il y avait écrit sur la pierre? Il me dit, haine, la haine. Voilà. Il avait posé sa pierre. D'accord. Voilà. Donc, le corps. C'était libéré. Voilà. Donc, moi, j'invite les jeunes coachs à travailler sur le corps, à prendre conscience de ça, parce que du coup, on capte des énergies subtiles tout à fait intéressantes chez le coaché et dans notre relation au coaché aussi. Et je voulais vous demander aussi, est-ce que vous faites que des coachings individuels ou vous faites des coachings de groupe? Oui, aussi. Coaching de comité d'associés d'entreprise, de comité de direction, équipe de direction, ensemble, oui, bien sûr. Ah oui, donc vous faites des coachings de groupe de gens Ouais. qui sont dans une même organisation. Oui, oui, absolument. Et là, l'idée, c'est de travailler sur leur rapport aux autres ou leur organisation, leur blocage aussi? Alors, il y a de tout, ça dépend des demandes, mais bon, je me souviens d'une équipe de direction bon, ils bossent ensemble, mais ils disaient, mais on ne sait pas qui fait quoi, ok, donc on a commencé à travailler là-dessus. Et puis, comment on va coopérer ensemble pour atteindre les objectifs fixés par la direction. Et donc, je leur fais travailler aussi, on peut travailler le corps aussi, hein. On peut être locomotive, on est dans le management directif ou persuasif à ce moment-là. Mais au bout d'un moment, c'est lourd à tirer. Surtout qu'il y a des wagons qui ont pu mettre les freins en queue de train. Parfois, on s'arrête en gare pour faire de l'eau et puis, et puis on repart tout seul. Le train est resté dans la gare. Bon, c'est ça, certains managers, c'est comme ça. Donc, je les fais travailler ça pour qu'ils prennent conscience de leur corps comme ça devient lourd et pesant. Et puis, je dis, bon, trouvez une autre solution. Et je leur raconte l'histoire de Lucky Luke, la dernière page des albums de Lucky Luke, où il est le cocher de la diligence avec les chevaux qui sont devant. Les rênes sont quasiment libres et lui, il roule sa cigarette en chantant I am a poor lonesome cowboy. Et c'est les chevaux qui le tirent. Donc je leur fais faire ça, je leur fais vivre ça. Ouais. Et du coup, ils comprennent qu'on peut manager autrement par le participatif et le délégatif. Et justement, vous parliez des 3 P tout à l'heure, avec notamment le fait, la permission de pouvoir justement se laisser aller. Mais dans ces organisations-là, dans ces coachings de groupe, comment ça se passe? Parce qu'il doit y avoir quand même des freins. Enfin, le fait qu'en plus ce soit un environnement professionnel avec d'autres, est-ce que justement les gens s'autorisent à plus se laisser aller par rapport à avant? On disait, hop, 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 je suis manager, donc je suis fort, je suis pas vulnérable et je n'ai pas de problème. C'est interdit. Est-ce que les gens quand même réussissent à pouvoir, lors de ces séances collectives, se laisser aller à leurs émotions, leurs sensations et vraiment leurs problématiques, quoi? Oui, parce que justement, quand on a posé ces 3 P là, protection, permission, donc les gens vont pouvoir dire les choses, et puis on va créer aussi de l'intimité dans le sens de l'analyse transactionnelle, c'est-à-dire qu'on va éviter tout ce qui est jeu psychologique en mettant un contrat très clair de fonctionnement de l'équipe pendant le coaching. Et donc chacun va apporter ses besoins, ses envies, ses devoirs, ses contraintes, mais au moins le contrat va être clair, clair sur la demande, clair sur le traitement de la demande et clair sur le fait qu'on ne diffuse pas à l'extérieur ce qui va se passer à l'intérieur. Et donc là, les gens se livrent. J'ai pas aucune difficulté là-dessus. Et concernant vos techniques de coaching, donc vous avez dit tout à l'heure que pendant votre formation, ce que vous avez apprécié, c'est justement d'apprendre
beaucoup de techniques et de courants différents. Et vous le conseillez, ça, de vraiment s'ouvrir à plusieurs techniques pour pouvoir avoir un panel large Ah oui, tout à fait. à Oui, proposer oui, au tout à coaché. fait. Euh, je me suis formé en analyse transactionnelle, donc je suis certifié niveau 2. Bon, c'est une grille de lecture fantastique, très très fine pour pouvoir travailler dans les organisations. Mais j'ai été aussi travailler avec Robert Dills, le pape, le roi de la PNL, le leader mondial de la PNL, et avec lui j'ai appris non seulement les processus, mais je l'ai vu travailler. Et ça, c'est une merveille, quoi. Et du coup, ayant ces deux grilles de lecture déjà, j'ai marié les deux dans certains processus que j'ai créés et qui donnent de très bons résultats. Et je me suis servi aussi de la systémique que j'avais apprise avec l'Institut Bateson. C'est intéressant. J'ai quelques éléments aussi de communication non violente. C'est puissant, c'est très puissant. De connaître les deux mascottes, le chacal et la girafe, c'est très très intéressant dans le coaching. Ou l'élément humain qui est formidable. C'est une école formidable. C'est qui fait la synthèse de beaucoup de choses. C'est très très riche l'élément humain. Et je m'en sers beaucoup en coaching. Beaucoup. Je pense que je ferai un épisode sur chaque technique pour aller un peu plus loin et connaître ces outils qui ont l'air effectivement hyper puissants. Mais après, c'est un processus long de se former à tout ça. Est-ce que déjà des sensibilisations à chaque outil, c'est bien, ou il faut vraiment aller dans le cœur et vraiment aller loin, ou déjà d'avoir je sais pas si c'est le bon terme, sensibilisation, mais vous voyez, avoir des notions de chaque outil pour pouvoir justement créer comme vous, vous avez mélangé plusieurs pour pouvoir vous approprier en fait votre manière de coacher. Oui, oui. Faut aller visiter, j'allais dire, les différents D'accord. champs de pensée. L'analyse transactionnelle, il suffit de faire ce qu'on appelle le 101, qui est le stage d'introduction à l'analyse transactionnelle, où tous les concepts sont présentés. Ça dure 2 jours, mais au moins on va savoir si ça nous plaît ou pas dans le champ des organisations. En PNL, moi je recommande d'aller suivre les stages qui sont proposés par des gens comme Ressources en Belgique ou Repères en France, ou qui sont des organismes puissants, ou de suivre des stages avec Robert Dills, parce que là c'est le top du top, quoi. Parce que bon, on va voir si ça nous plaît ou pas. Puis il y en a d'autres qui vont aller vers l'élément humain ou vers la gestalt ou la communication non violente. Chacun va s'approprier ce qui lui convient bien. Moi, j'aime bien me servir de l'un ou de l'autre. Donc, mais dans ce cas-là, c'est des formations plus lourdes, évidemment. Hein. C'est plus d'un mois de formation à chaque fois, quoi. Vous avez votre boîte à outils, quoi. Ouais. Et j'ai une bonne boîte à outils pour arriver à ne plus m'en servir et être juste dans l'instant à partir de ce qui se passe. Donc j'ai une malle au trésor où j'ai des épées, voilà, plein d'outils qui vont me servir dans les coachings. Voilà. Est-ce que vous avez une anecdote ou une histoire, une transformation marquante que vous auriez pu observer chez un de vos coachés qui vous Alors est oui. resté ou qui même a fait même évoluer votre façon d'exercer votre métier? Oui, il y en a plein, notamment ce que je racontais tout à l'heure, le fait de pouvoir utiliser ce que le client amène dans l'instant présent et de s'en servir pour faire travailler la personne. Alors, je vais prendre un cas tout récent de la semaine dernière, où je coach une jeune femme qui est responsable d'un pôle et qui me dit qu'elle avait eu une séance avec une médium pour être en connexion avec son père qu'elle avait perdu à l'âge de 4 ans. Bon, et donc elle me dit, voilà, avec des larmes dans les yeux, je ressens l'abandon comme mon père. Je dis ok. Et je dis, ben, on va le travailler. Et donc, mais là aussi, c'était dans l'intuition du moment. J'ai mis, d'habitude, je mets 2 ou 3 emplacements au sol avec des cartons. Puis là, j'en mets un quatrième. Je ne sais pas pourquoi, mais je sentais qu'il fallait que j'en mette un quatrième. Et donc, je la fais mettre sur le premier et elle me raconte ce qu'elle ressent dans son corps et en termes de sentiments par rapport à cet abandon.
Elle le décrit, puis je lui fais faire un pas en arrière, je lui demande ce qu'elle ressent à propos du ressenti d'avant. Donc il y a déjà une distance qui est prise, une prise de hauteur, et elle me raconte autre chose. Et puis je lui fais faire un troisième pas, et là, je demande ce qu'elle ressent par rapport au ressenti précédent. Et là, déjà, il n'y a plus, l'abandon n'est plus là. Elle est déjà en train de, de revenir dans le présent, le passé est abandonné. Et puis elle refait un pas en arrière, quatrième étape, et là, je lui demande ce qu'elle sent, elle ressent, elle me dit, eh bien, je me sens riche d'amour envers moi-même. Formidable. Mm. Elle est partie de Mm. l'abandon et elle arrive à la quatrième étape où elle me dit, je me sens riche d'amour envers moi-même. C'est une superbe, superbe phrase. C'est une transformation en l'espace de Magnifique. même pas 10 minutes, quoi. Ouais. Où je me souviens d'une manager à Luxembourg qui me dit, je suis tiraillé, écartelé par le temps, les priorités, ça va dans tous les sens, etc. Je lui dis, bah, on va le jouer, je suis le temps, et je vais te tirailler. Alors, je la prends par les bras, je la tire dans un sens, dans un autre. Et je lui dis, qu'est-ce que tu sens? Ah, c'est insupportable, j'en peux plus. Ok. Bon. Alors, qu'est-ce que tu as envie de faire maintenant? Ben, j'ai envie de prendre les rênes du temps. Je lui dis, bon, ok, on va te trouver des rênes. Donc, on a cherché des fils électriques que je lui ai mis dans les mains et j'ai joué le temps devant, comme un cheval, quoi. Je dis maintenant comment tu Mhm. veux guider ta vie et ton temps de travail, etc. Et donc elle a trouvé comme ça, mais par le physique, elle a trouvé, voilà. Donc c'est une Mm. transformation qui se fait de manière très rapide et très forte, quoi. Ouais, des belles histoires. Ça doit être riche, hein, Oui, oui, oui. Il y en a d'être plein, hein. spectateur et d'accompagner toutes ces histoires, toutes ces personnes dans leur chemin de vie, quoi. Mm. D'accord. Oui, Euh, parce que parfois il y a des cas difficiles, mais quoi. oui. Mm. Mm. Et justement, vous le gérez comment émotionnellement quand c'est des cas difficiles? Vous avez des ressources? Ah, la souffrance de mon client n'est pas la mienne. Mhm. Moi, je n'ai pas à prendre la souffrance sur moi, hein. Je peux avoir de la compassion, mais je ne prends pas la souffrance sur moi. Ça, c'est le travail en psychanalyse et en développement personnel qui m'a appris ça. Il y a des transferts contre transferts en coaching, hein, donc Mm. Et dès le début de on voit ça. Si je votre... me mets à pleurer avec mon Ah bah client, non, c'est pas possible. je suis inefficace, hein. Ouais, c'est Voilà. sûr. Et dès le début de justement de votre métier, vous avez réussi comme ça, vous avez quand même appris avec le temps à vraiment justement vous détacher ou dès le début vous avez très bien su apprivoiser ce détachement? En fait, dès le début, j'avais déjà fait beaucoup de stages de développement personnel avant de démarrer ma carrière de consultant. Donc, j'avais déjà une bonne grille de lecture. J'avais déjà travaillé en psychanalyse 4 ans de manière assez profonde. Donc, Hmm. j'avais déjà nettoyé ce qui pouvait faire des échos en moi par rapport à la souffrance des autres, quoi. Vous étiez déjà très au clair sur Et la ouais, connaissance de ouais, ouais. vous-même, votre façon de fonctionner, quoi. Ouais, c'était très important quand on se lance dans le coaching d'avoir fait le travail de nettoyage intérieur de ses propres souffrances, quoi. Hmm. Même si on ne nettoie pas toujours Hmm. complètement, mais ceci dit, on est au clair sur le plus gros en tout cas. D'accord. Pour terminer, quels sont vos conseils pour quelqu'un qui commencerait aujourd'hui son activité de coach? Eh bien, se former aux écoles de pensée, parce que le processus du coaching, on peut l'appliquer d'emblée, le questionnement, etc. Mais si on a des outils à sa disposition, c'est quand même plus facilitant. Ensuite, de travailler sur sa posture. Euh, le métier de coach, c'est un métier d'altruisme. C'est-à-dire que on n'est pas là pour penser à soi. Et même s'il y a des échos, on fait l'éponge au fond de la mer, quoi. Ça traverse. On travaillera ça à un autre moment en supervision, mais on n'est pas là pour soi. C'est vraiment être dans l'altruisme de l'autre et dans l'humilité la plus totale, quoi. C'est-à-dire de ne pas avoir de projet sur l'autre, de ne pas avoir de projet sur son client. On est là pour traiter ce qu'il amène et avec, avec ses capacités du moment, quoi. Être à l'écoute totale, totale. Donc le silence est très très important. Je le voyais vendredi avec les jeunes coachs que je supervisais, ils ratent des informations parce qu'ils ne sont pas suffisamment dans l'écoute.
Donc, il rate des informations donc, qui sont importantes pour traiter le cas du client, pour l'aider à trouver sa voie, quoi. Donc, c'est vraiment important. Et puis, travailler dans l'instant, être toujours dans l'instant. Ne pas, voilà. Alors, pas ramener des choses d'ailleurs, être dans l'instant. C'est le client qui construit sa propre réponse. Donc, on ne doit pas apporter nos briques à nous dans l'accompagnement du client. D'accord. Eh ben, merci beaucoup, Patrick. C'était hyper intéressant, puis d'avoir des exemples comme ça, concrets, d'avoir des belles histoires que vous nous avez racontées. C'est vraiment passionnant. Un grand merci. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Non, merci de me faire témoigner sur un métier qui me passionne. On le sent. Et, voilà. Et qui m'apporte une joie au quotidien. Ouais, mais c'est le fil rouge des personnes que j'interviewe. C'est vraiment, on sent la passion, quoi, des gens qui sont quand même très épanouis dans leur métier, je trouve. Hein. Oui, et je pourrais vous parler encore une dernière chose parce que c'est le fondement. Il faut que le jeune coach écrive son projet. Par exemple, moi j'avais décidé quand j'ai démarré de ne travailler que 8 à 9 mois par an seulement, parce que j'avais beaucoup travaillé dans la carrière précédente, trop, et donc j'ai dit je me donne 3 mois au minimum pour moi, pour mon bien-être, voilà. Ensuite je mets le mot plaisir au centre, donc je me fais plaisir en travaillant. Je ne prends pas de choses qui me feraient aller dans le déplaisir, donc je vais choisir mes clients, et je vais les choisir en fonction de mon éthique. Je refuse de travailler pour des clients qui n'ont pas une éthique sur l'être humain, à prendre soin de l'être humain. Donc j'ai refusé de travailler pour un certain nombre d'entreprises où je sentais que c'était pervers par rapport à l'être humain. Et puis la dernière chose, je consacre 10 à 20% au bénévolat. Bon, pour aider les gens qui en ont besoin, les chômeurs, les jeunes, etc. D'accord. Et c'est au travers ça, c'est important. Au travers d'associations? Non, ici en coaching. Ah oui. Bon, quand j'ai des enfants qui viennent à 8 ans, je ne vais pas faire payer un enfant de 8 ans, ni de 10 ans, ni de 11 ans. Ou des jeunes qui font Parcoursup, je ne vais pas les faire payer, évidemment. Ou des jeunes qui me demandent de venir les préparer aux examens, aux entretiens des grandes écoles, ou aux entretiens d'embauche, ou des chômeurs qui n'ont pas d'argent, je ne vais pas les faire payer. Hein. Ok. Et donc, du coup, c'est d'écrire leur projet de vie de coach, quoi. De ce qu'ils veulent. Voilà. La ligne directrice, leur ligne éthique, voilà, c'est important. Ouais. Donc il y a vraiment un gros travail avant de commencer, de savoir ce qu'on veut, même nous-mêmes, pour notre propre vie, quelque part, quoi. Oui, exactement, le sens. Le sens. Oui. Super, merci beaucoup, Patrick. Voilà, j'ai fini. Merci pour tous ces trésors de votre mal à trésor. C'était vraiment passionnant. On peut vous retrouver sur LinkedIn pour vous contacter. J'ai un profil sur LinkedIn. Ok. Oui, bien sûr. Eh ben, merci beaucoup. Très belle journée et puis à très bientôt, j'espère. Ok, merci. Merci beaucoup à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver les actualités de Junko sur le compte Instagram junko.podcast. Je serai ravie de lire vos retours et de pouvoir découvrir vos suggestions ou vos idées pour les prochains épisodes. À très bientôt!